Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux en ce mercredi matin. On espère que vous avez la pêche. Nous nous intéresserons aujourd'hui, ça tombe bien, à la randonnée. Vous êtes nombreux à être passionnés par ce sport qui est sans doute l'un des plus pratiqués de France. Concernant notre région, nous ferons le point avec Gérard Hédé, chargé de mission à la Fédération française de randonnée de Bretagne qui compte, tenez-vous bien, 17 000 licenciés. La marche qui a aussi inspiré notre philosophe maison Karl Brozek et qui nous expliquera par exemple qu'Aristote donnait tout naturellement ses cours de philo en marchant forcément. On continuera à se bouger avec Morgan Fraboulet, organisateur du Challenge de l'Espoir qui est une compétition d'escrime solidaire. Rendez-vous samedi 15 juin à Saint-Grégoire, près de Rennes. Nous recevrons aussi l'un des lauréats des Trophées bretons du développement durable. Il s'agit d'une recyclerie à Beau dans le Morbihan. Solène de Mars, co-coordinatrice de l'effet papillon, sera des nôtres. Et puis il sera aussi question d'aménagement d'intérieur avec Aurélie Vérité. Ce matin, elle nous donnera des idées pour créer une suite parentale et une salle de musique. Enfin, notre chère Catherine Bossard nous proposera l'agenda culturel breton du week-end. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde a la pêche, ça a l'air en tout cas. Pleine forme pour tout le monde. Alors je vous le disais, c'était le teaser est insoutenable. On parlera de randonnée ce matin. Et bien justement, la randonnée, tiens donc, en images, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous êtes sûr que c'est par là ? Parce que la vache, ça grimpe. Et oui, qui a dit que la randonnée n'était pas sportive ? C'est d'ailleurs le sport le plus pratiqué en France, avec près de 41% d'adeptes qui consacrent leur temps libre à marcher au grand air dans des paysages d'exception. En vieux français, un randon, c'est un terme de chasse qui désigne la course impétueuse d'un animal. Un bouquetin par exemple. Quand vous randonnez, vous êtes vous-même un bouquetin. Plus sérieusement, l'utilisation de ce terme est récente. Car avant, on ne randonnait pas, on faisait des excursions pédestres. Et oui, avant l'instauration des congés payés en 1936, le temps n'était pas vraiment à la détente. La randonnée était surtout réservée aux notables en quête d'oxygène et aux pèlerins en quête de spiritualité. Des aristocrates, des croyants et quelques scouts quoi. Car ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bien le voyage. Mais c'est après la guerre en 1946 que les passionnés de la marche en pleine nature se mettent d'accord sur un code unique pour marquer leur sentier, le fameux balisage blanc et rouge. Et depuis, ils ne se sont plus arrêtés. Des bénévoles se sont mis à tracer des sentiers sur tout le territoire, que ce soit pour traverser les Pyrénées d'est en ouest, longer les côtes bretonnes, ou encore parcourir la Corse du nord au sud. Aujourd'hui, il existe 180 000 km de sentiers balisés sur tout le territoire français. Alors, enfilez une bonne paire de chaussures de marche, équipez-vous d'une carte ou d'une boussole pour les plus aventuriers, d'un bon pique-nique, d'une gourde et en avant. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use. Oh, on la connaît cette chanson. Oui. Ouais. Bon, carte et boussole pour vous, Catherine, ce matin ? Alors, j'avoue, Laurence, qu'il y a quelque temps, vous m'auriez dit rando, j'aurais fait mouef, comme ça. Hein. Non, vous auriez fait... Oui, comme ça. Mais ça, c'est moi aussi. C'est parce que marcher d'un point A à un point B, même de manière totalement utilitaire, ça m'enquiquinait à l'époque. Et puis, je me dis, il y a des transports aussi plus rapides et efficients, donc pourquoi pas y aller à fond la gomme. Bon, depuis, j'ai quand même retrouvé la voie de la marche. Mais là, c'est vrai que pour marcher plus longtemps, avec en plus des aspérités et sans y être obligé, la rando, je me disais, mais à quoi bon ? Alors oui... Mais ça, c'était avant. C'était avant, bien sûr. Parce que changé. oui, il y a la nature. Il y a la nature et déjà quitter nos parallélépipèdes gris, aller quitter les pots d'échappement aussi, aller retrouver cette belle nature avec ses bruits, ses sons, ses odeurs. Déjà, ça fait du bien en soi. Et puis surtout, retrouver ce dernier luxe qu'on a avec le temps aujourd'hui en ce moment, c'est l'horizon. Quand on est citadin, l'horizon est un luxe. Et ça, on l'a aussi en allant sur le sentier des douaniers, en se baladant. Alors oui, pour la santé, parce que bien sûr, on est sédentaire depuis qu'on n'est plus poursuivi par des tigres à dents de sabre. Ça commence à faire un bout. On a besoin, paraît-il, de plus bouger, et puis c'est vital. Donc à la rigueur. Mais j'avoue que moi, j'avais encore cette image très ternie par de la randonnée, et notamment à cause d'une chose, de la sandalette.
de randonnée. Voilà, la sandalette de randonnée, souvent garnie de chaussettes en coton blanc, donne une mauvaise image à la randonnée, hein, c'est vrai, on peut l'avouer. Et si on aime la nature, pourquoi lui infliger ceci ? Pourquoi lui infliger cette vision alors qu'on est entouré de la plus pure et de la plus belle des beautés qui soit ? Donc Karl va nous parler de JJR ou Jean-Jacques Rousseau avec sa redingote, sa perruque poudrée. Alors pourquoi pas imaginer ça ? Revenir à la perruque poudrée, pourquoi pas revenir à la randonnée ? Je pense qu'il avait des sandalettes. Hein. Oui, JJR avait ses 2 sandalettes de randonnée. Vous cassez le mythe. La randonnée, il y a la randonnée pour être en tenue d'Ève et d'Adam dans le plus pur appareil au milieu de cette nature. En tout cas, moi, je pars en rando samedi habillée, je serai. Mais du coup, j'attends, en tout cas, Gérard, vos bons plans. J'imagine qu'il y en a énormément. Ouais, grosse pression, Gérard. Hein. Attention. Allez, on va... Oui. C'est bien vrai. Ouais. On va continuer à se bouger, si vous voulez bien, tout de suite avec Morgan Fraboulet. Bonjour Morgan. Bonjour. Alors vous êtes du genre adepte de la randonnée ou non, vous gardez votre énergie pour l'escrime. C'est ça, exactement. Ou du nature, j'ai pas osé le demander, Solène, effectivement. Vous êtes maître d'armes, Morgan. Vous êtes l'organisateur du Challenge de l'Espoir, dont la 9e édition va se tenir ce samedi 15 juin à Saint-Grégoire, près de Rennes. Rappelez-nous quand même un petit mot sur cette compétition. C'est une rencontre qui existe, comme vous le dites, depuis 9 ans. 9e édition. Il y a 9 ans, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Emrys, qui est atteint de la mucoviscidose. Et je me suis dit, grâce à mon métier et grâce à tous les bénévoles qui me soutiennent, on pourrait lancer quelque chose de bien pour soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose, ramener des fonds et puis faire une belle fête de club, s'éclater avec plein de choses autour pour qu'on puisse s'amuser. Et les années ont passé et la fête, elle prend du volume. Il y a de plus en plus de monde. 200 tireurs chaque année ? Oui, et puis là, je sais pas, je crois qu'on va être vraiment très nombreux parce qu'il faut bien choisir sa date. Et la date est plutôt très pertinente parce qu'il y a beaucoup de compétitions dans l'année. Et le 15 juin, les collègues, les tireurs attendent ce rendez-vous avec impatience parce que ça clôture un petit peu aussi la saison sportive. Et puis, qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux de faire une belle fête contre une belle cause, pour soutenir une belle cause, réunissant tous les Bretons à l'escrime et au-delà, j'espère aussi. Alors, des combats à l'épée, au fleuret, au sabre, et même depuis 1 an, une nouveauté, le combat au sabre laser. Alors attention les yeux. Et puis, et c'est officiel, comme vous le dites, ça va être la première compétition de sabre laser en Bretagne. Incroyable. Officielle par la Fédération française d'escrime, avec des décors aussi, c'est tout un show, je pense. Et puis, on est content d'accueillir cette compétition aussi de sabre laser. Elle aura lieu le samedi matin. Elle aura lieu le samedi matin. Alors cet événement, il attire bien entendu les meilleurs escrimeurs d'Ille-et-Vilaine. On va citer les clubs de Béton, de Saint-Grégoire, de Chevigné. Il met donc les champions à l'honneur, évidemment. Alors l'an dernier, vous aviez une marraine quand même qui était impressionnante. C'était la Bretonne Cécilia Berder. Et puis cette année, alors dites-nous, ce sera qui le parrain ? Alors la marraine, c'est toujours Cécilia Berder. Elle restera marraine. Mais il y a encore un champion qui s'ajoute. Il y a un champion qui s'appelle Maxime Pianfetti, qui vient de Tarbes, qui est en équipe de France, qui est le meilleur français, le meilleur européen actuel, et qui nous fait l'honneur de venir donc, pour un show qui commencera à 16h30, qui durera 1 heure. Et donc, c'est très gentil de sa part de venir donner son souffle contre la mucoviscidose. Combien de fonds ont déjà été collectés en 9 années, dites-nous ? Plus de 40 000 euros. Donc, on est très contents. 40 000 euros. L'année dernière, on a récolté 7 000 euros. Donc, cette année, je pense qu'on est bien parti aussi pour faire un beau score. Et puis, comme vous dites, ça fait jouer aussi beaucoup d'escrimeurs. Et puis, vous avez vu cette belle affiche aussi. Ça veut dire qu'il y a un thème aussi qu'on a donné cette année. Le thème des super-héros. C'est pour ça le sabre laser, et parce que pas de sabre laser sans super-héros. Il y a l'association Arrose. Alors expliquez-nous quelle est cette association, parce qu'elle fait des choses très, très intéressantes. C'est une association qui est sur Rennes et qui englobe un certain nombre de bénévoles qui sont spécialisés dans les costumes, dans les répliques, je dirais, parfaites des costumes Marvel, Avengers. Et donc, a priori, ils seront assez nombreux pour venir samedi. Alors je fais appel à tout le monde, à tous les enfants qui passeront sur Saint-Grégoire. L'association Arros sera là toute la journée pour prendre des photos avec eux, déambuler dans le complexe. Et ça aussi, ça va être une belle fête. Ouais, ça va être chouette. Alors le reste de l'année, cette association, elle intervient dans les hôpitaux. C'est ça. Voilà, donc il y a des super-héros dans les hôpitaux. On le savait déjà, mais ça se confirme. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter ? Il y aura des animations pour tout le monde ? Oui, il y aura structure gonflable. Et puis, il y a plein de clubs aussi de Rennes qui nous soutiennent et qui viennent faire des démonstrations, comme le club Double Tranchant,
une association qui sont spécialisés dans des bâtons de feu, spécialisés dans des combats de sabre laser aussi. Le club de Pontivy qui feront des démonstrations de cap et d'épée et de sabre laser. En fait, la journée va être animée par d'autres associations qui vont apporter leur soutien et puis animer, pas que la rencontre d'escrime, mais aussi que ce soit une belle fête globale. Dès 8h30 le matin et jusque tard dans la nuit, vous nous promettez... Jusqu'à 23h30, minuit, quoi. Voilà. Et ça va être une belle fête, effectivement. Et on retrouve toutes les informations sur votre site internet, challengedelespoir.org. Merci beaucoup, Morgan. Qui est tenté par le sabre laser parmi vous ? Moi, évidemment. Solène, forcément. Ouais. Solène, forcément, puisque vous avez, on va le dire tout à l'heure, reçu un prix récemment. On va en reparler dans quelques instants. Ce prix, justement, c'est celui qui a reçu également une entreprise qui s'appelle Grain de Sale. Elle est basée à Morlaix. Et celle-ci, elle a été entreprise lauréate des Trophées Bretons du développement durable. On va regarder tout de suite ce reportage. Le voilier cargo Grain de Sale qui est livré en novembre 2019, donc sortie de chantier, va accoster ici, elle sera à la place du chalutier là, qu'on voit là. À Morlaix, l'équipe de Grain de Sale, qui transforme et commercialise du café et du chocolat depuis 5 ans, commence à deviner l'ombre des voiles remontant le Dourduf. La maquette du bateau trône à l'entrée du magasin, couplée au tout nouvel atelier de torréfaction. Ce concept du transport écologique de marchandises ne sera bientôt plus un rêve, mais un des tout premiers voiliers cargo modernes. L'idée de départ, elle était effectivement de faire du café et du chocolat avec un moyen de transport décarboné, pour le coup, c'est tout l'intérêt du voilier cargo. Sauf qu'à l'origine, on ne savait pas trop dans quel ordre de faire, et de manière très logique, finalement, on s'est dit qu'il fallait simplement commencer par développer des produits, les commercialiser, monter en puissance financièrement, pour être du coup en capacité, derrière, de financer le voilier. Donc le voilier arrive volontairement en dernier. Derniers ajustements pour coller à la réglementation en vigueur, tout en faisant rentrer 35 tonnes de chocolat et de café sud-américain dans un sens et autant de vin à destination de New York au retour. Il doit traverser l'Atlantique et en marine pro et en portant des cargaisons fragiles qui n'ont pas le droit de casser, qui n'ont pas le droit de tomber sous le vent, ce qui déstabiliserait le bateau. Techniquement, c'est pas simple. Ouais. À l'autre bout de la Bretagne, le rêve prend forme sur les bords de Loire, au chantier Alumarine. La coque de 22 mètres est bien avancée et tout le monde ici est conscient de la nécessité d'innover. Sur le tableau arrière, il vous faut tout le lissage intermédiaire pour pouvoir assembler la chose. Parce que c'est vraiment ça qui va nous donner la forme en fait, du tableau arrière. Un bateau comme ça qui a sa capacité à doubler son poids et d'emporter sa propre masse, ça n'existe pas trop. Donc on a développé ça, c'était une boucle de calcul, d'architecture navale assez longue pour aboutir à ceci, à un bateau qui est très dessiné autour de sa cargaison, autour de sa cale en fait. C'est un tout petit porte-palette, mais très joli et puis qui doit pouvoir traverser, poussé par les vents, pas par le pétrole, quoi. Ça va être un moyen de transport non conventionnel qui va sortir des sentiers battus et qui va démontrer qu'on peut faire autrement. Qu'il est possible d'innover en partant un transport à la voile avec aucune source d'énergie en dehors de l'énergie renouvelable. Ça va être un vrai défi. Les 2 mâts, le gréement, les éoliennes et panneaux photovoltaïques ne seront installés qu'en fin d'année après la mise à l'eau pour un premier voyage transatlantique en avril 2020. Alors voilà, on va revenir sur cette 13e édition des Trophées Bretons du développement durable. On a vu les lauréats de la catégorie entreprise. Eh bien vous, Solène Demart, vous êtes co-coordinatrice de l'association L'Effet Papillon et vous avez été lauréat dans la catégorie Ensemble. C'est une nouvelle catégorie de cette année, c'est dans l'air du temps. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Ensemble. C'est un beau nom. Parce que l'association s'appelle Dans l'Ensemble, je ne sais pas. En tout cas, qui nous félicite pour notre travail collaboratif et notre sens de l'innovation. Alors expliquez-nous ce qu'est l'effet papillon. Vous êtes basé à Beau, dans le Morbihan. Voilà, donc vous avez annoncé au départ une recyclerie. En fait, on est un peu plus qu'une recyclerie. L'idée était de créer un tiers-lieu, un lieu qui soit... Qu'est-ce que vous appelez tiers-lieu ? C'est un espèce d'endroit un peu hybride qui n'est pas vraiment le travail, mais qui n'est pas vraiment la maison non plus, mais où on s'y sent comme chez soi. Enfin, c'est la maison de tous, quoi, un peu lié. C'est un peu cette idée-là. Notre idée au départ, c'était de pouvoir créer un outil qui soit appropriable par chacun d'entre nous pour essayer de développer des activités personnelles, professionnelles. Ça touche tous les domaines, en fait. Voilà, parce qu'en fait, on est tous à un stade de maturation différent dans la vie. Donc, il y en a qui sont encore
très centrés sur eux-mêmes, qui ont besoin de finir de s'accomplir pour pouvoir s'offrir au monde. En tout cas, l'idée, c'était qu'ensemble, avec la réflexion collective et puis la mutualisation des connaissances des uns et des autres, on puisse chacun évoluer et proposer un monde meilleur. Alors ça va prendre des effets très concrets, hein, c'est-à-dire que vous faites des ateliers par exemple, qui sont ouverts à tous d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, le prochain, ce sera le 24 juin. Alors le prochain gros, oui, c'est un projet qui est dans notre tête depuis quand même quelques années, l'atelier des grands débrouillards. Donc là, effectivement, le 24, on va fabriquer une lentille solaire. Donc l'idée, c'est de fondre du métal avec le soleil. Donc on a la chance d'avoir dans notre équipe un super ingénieur qui est aussi dingue que nous, sauf qu'il a la compétence d'ingénieur. Donc on va plus loin. Donc là, on va fondre ce métal pour le valoriser davantage et puis créer un fonds. Ça permettra de constituer un fonds. Hein, voilà, créer un fonds. On va le proposer aux autres recycleries de Bretagne pour créer un fonds d'investissement en fait, pour les initiatives futures. Ou les projets en difficulté, parce que ça existe aussi. Vous avez fait appel au financement participatif également pour votre projet, qui est au début un projet complètement autofinancé, il faut quand même le dire. Hein, voilà. Oui, 219 € on avait au départ. C'est beau quand même. On s'est engagé sur le bail. Ouais. Ouais, c'est fou. Et le financement participatif, alors vous avez fait appel à une plateforme assez étonnante, une plateforme nationale, dites-nous, expliquez-nous un petit peu. Oui, Helloasso. Donc c'est vrai que très vite, on a cherché des partenaires à long terme. Donc on a été accompagné par la Ligue de l'enseignement 56 pour tout ce qui est structuration, emploi, etc. etc. Et puis avec Helloasso, donc la plateforme qui est dédiée aux associations et qui permet en fait d'adhérer en ligne, de facturer les services, par exemple. Du coup, en fait, nous on fait de la location d'espace pour les travailleurs. On pourrait imaginer à terme qu'ils loueraient leurs espaces directement par la plateforme. Voilà. Bon, pour le financement participatif, on n'avait pas atteint totalement la somme souhaitée au départ, mais on avait imaginé ça en palier. Et donc, dans le cadre de cette plateforme, il n'y a pas de commission imposée ou il n'y a pas de blocage de fonds si on n'atteint pas les paliers. Donc, voilà. Souvent, il faut 70% pour arriver à... Du coup, ça marche en fait en participation libre. Donc, les gens choisissent de donner un don à cette plateforme pour que ça continue à exister, quoi. Alors vous avez une devise, hein. Vous avez plusieurs devises, mais alors vous en avez une très sympa. Laquelle va être la plus appropriée aujourd'hui? Je sais pas. De si bon matin. Pensez le changement peut-être. Oui. Penser le changement plutôt que changer le pansement. On dit souvent aussi penser global, agir local. En fait, on dit le contraire, je ne sais plus. Mais en tout cas, il faut agir localement, mais il faut penser globalement. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas se déployer sur tout un territoire. Le nôtre est concentré autour de Beau, donc centre Morbihan. Voilà, mais en tout cas, on peut tous agir. Et vous êtes dans le collaboratif, non seulement en interne, mais aussi en externe, puisque vous développez des projets avec la mairie, par exemple. Ah oui, alors donc là, oui, on a été contacté par la mairie parce qu'il y a quelques années, on leur avait proposé de greffer sur tous les arbres de la ville des branches de fruitiers. Donc ils avaient trouvé ça évidemment délirant à l'époque, mais ils nous ont rappelé en disant « Vous avez toujours cette petite idée de verger ?» Et donc il y a effectivement un espace libre à préserver derrière l'effet papillon. Et donc on va y planter un verger. Donc on espère le plus collaboratif possible avec les citoyens. Et puis on ne sait pas du tout comment les gens vont s'approprier l'espace. Donc on peut imaginer que ça deviendra un jardin collectif de tout le quartier où on pourra apprendre aux enfants comment s'occuper de la nature. Ça, c'est une belle idée. Et puis comme c'est un projet collaboratif, on l'a bien compris, on peut faire un petit coucou à Virginie qui vous a accompagné. Oui, parce qu'en fait, on n'imagine jamais ce genre de choses toute seule. Donc, on a créé au départ ce projet à deux têtes. Et puis après, on l'a ouvert à toutes les autres têtes. Mais on est souvent à deux. Ensemble, c'est mieux, comme on dit ici, comme on a vraiment coutume de dire. Merci beaucoup, Solène, d'être venue nous présenter l'effet papillon. Alors, le thème du jour, vous le savez, c'est la randonnée. Eh bien, on va retrouver Billy tout de suite au cœur du sujet. Alors Raymond, on se retrouve ce matin ici au Pont de Passé. Oui. Parce qu'on va parler randonnée. Tout à fait, randonnée pédestre. Oui. Alors Raymond, racontez-nous un petit peu, la randonnée pour vous, ça dure depuis combien d'années? Écoutez, la randonnée, ça a toujours existé. Mais par contre, la fédération de randonnée, elle est beaucoup plus récente. Elle est née après la Seconde Guerre mondiale pour construire le réseau de chemins de grande randonnée en France. Et puis, elle est devenue fédération sportive
ensuite, donc à la fin des années 1970. C'est une fédération de sport. C'est une fédération à la fois sportive et environnement. Il y a un double volet d'action, l'environnement et la pratique sportive. Alors moi, je ne suis pas du tout randonneur. Oui. Du coup, comment est-ce que je fais si j'ai envie de venir me balader comme ça? Parce que là, ce petit coin-là, je ne peux pas le découvrir tout seul. Vous pouvez faire de la randonnée de plein de façons. Partir 15 jours avec des amis, un sac à dos en itinérance. Ouais. Ou à l'autre bout, partir faire une petite promenade, même avec un groupe. C'est ça qui est sympa, c'est de marcher en groupe, c'est très convivial. Ça permet de pipeleter un petit peu, de partager les recettes, tout ça. Et de parler de ses dernières vacances sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 kilomètres. L'idée, c'est effectivement d'être en groupe, de prendre l'air. Et on essaie au niveau de la fédération sportive de plus en plus de faire la promotion de la randonnée urbaine à partir de chez soi. Ah, à partir de chez soi. Par quels moyens? Alors, on a bien sûr, comme toute fédération sportive, des associations. L'enjeu, c'est bien de faire connaître les associations qui sont affiliées, qui sont en général de grosses associations, qui proposent plusieurs sorties par semaine, qui vont proposer des randonnées longues, sportives, qui vont proposer des randonnées qu'on va qualifier de douces, moins de 10 km. Parce qu'il y a différents niveaux pour les randonnées. Quoi. Voilà. Et moins de 10 km, c'est douce. C'est déjà pas mal comme belle randonnée. Les randonnées douces, on dit plutôt 2 heures maxi à 3,5, 4 à l'heure, donc ça fait plutôt 7-8 km. Mais ça peut être des associations qui vont faire aussi de la marche nordique. Et puis, la marche nordique, c'est avec les bâtons? Oui. Et puis il y a aussi la marche aquatique. Ah oui. C'est la fédération de randonnée pédestre, parce que en fait la marche aquatique, même si c'est dans l'eau, c'est quand même en mettant les pieds au sol. D'accord. Voilà, et puis il y a la marche d'endurance, là c'est 6 km/h constant. Et puis pourquoi pas dans les régions de montagne, on peut marcher avec des raquettes à neige. Donc vous voyez, il y a plein de manières de marcher. Il y a plein de façons de randonner, quoi. Plein de façons de marcher. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que pour randonner, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la France. On a des petits chemins au pied de chez nous. Et en Bretagne, on en a quand même beaucoup, c'est ça? On en a beaucoup, et on a notamment un grand GR. C'est pas forcément le plus long, mais c'est le plus médiatique. Il fait, on dit toujours, on arrondit à 2000 km du Mont-Saint-Michel au pont de Saint-Nazaire, ou du pont de Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel, puisqu'on peut le faire dans les deux sens. Toute la Bretagne. La fédération de randonnée a lancé un petit concours en 2017 du GR préféré des Français. C'était la première année et le GR préféré des Français en 2017 a été le GR 34, dont on a fêté les 50 ans l'année dernière. Eh bien, soyons chauvins. Merci beaucoup Raymond. On a passé une petite matinée avec vous à se balader là. On a découvert que toutes les randonnées existent. Alors, on va mettre les chaussures et on va aller se balader. Allez, à bientôt. Merci. On vous rejoindra un peu plus tard, Billy. Ça nous donne envie de faire de la randonnée aussi, franchement. Vous voyez, Catherine? Si on a le GR préféré des Français en plus. En plus, carrément. Justement, on va en reparler avec vous, Gérard Rédé. Vous êtes chargé de mission à la Fédération française de randonnée de Bretagne. Vous randonnez depuis quand, vous dites-moi? Ça fait une trentaine d'années. J'ai commencé avec des amis. Je ne savais même pas qu'il y avait une fédération à l'époque, vous voyez, donc on peut se convertir à n'importe quel âge. Donc on faisait de la montagne, nous, à l'époque, les Pyrénées françaises, espagnoles, et puis petit à petit... Ah, donc ça grimpe quand même, c'est accessible. Mais, bon, allez, entre guillemets, j'étais plus jeune. Donc, et puis après, effectivement, je suis venu, j'ai fait avec des amis, on a fait le GR34 dans son entier. Donc depuis, comme on le disait tout à l'heure, le Mont-Saint-Michel jusqu'au pont de Saint-Nazaire. Parce qu'auparavant, l'officialité du départ, c'était de Vitré. Et donc là, on a revu, parce qu'on s'apercevait que 80% des gens partaient du Mont-Saint-Michel. Donc on rebaptise de Vitré au Mont-Saint-Michel, qui va rester un GR, d'accord? Mais là, le Mont-Saint-Michel, maintenant, officiellement, démarre de là-haut et pour redescendre jusqu'au pont de Saint-Nazaire. C'est vrai qu'on peut le faire dans l'autre sens, mais je vais vous dire pourquoi on le fait plus facilement Mont-Saint-Michel vers le pont de Saint-Nazaire, c'est à cause des topoguides. Avec les topoguides, parce qu'on les a fait dans un sens, les topoguides, on ne pouvait pas les faire en double. Donc les topoguides, nous avons 7 topoguides pour parcourir entièrement le GR34, donc 6 pour la Bretagne dans son entier, et le 7e qui est une petite partie de la Loire-Atlantique jusqu'à Saint-Nazaire. Alors un topoguide, c'est quoi? C'est la signalisation? Alors le topoguide, c'est la Bible en fait du randonneur qui permet de préparer sa rando en temps, en heure, en kilomètres, et puis aussi qui allie le patrimoine, qui vous donne des tuyaux, qui vous donne la difficulté de la rando. Il y a toutes les infos. Voilà, tout est noté à l'intérieur d'un topoguide. Voilà, on voit, donc voilà. Alors la Bretagne à pied, c'est un autre. Alors ça, ce sont des boucles. Alors vous avez effectivement, comme le disait Raymond tout à l'heure, la présidente du CD35, vous avez soit
effectivement le GR qui est donc du linéaire, ou soit des boucles. Là, vous partez du point A, vous revenez au point A, comme on disait, fort justement tout à l'heure. Et donc, la Bretagne à pied, nous avons résumé sur un seul topo guide 40 randonnées, donc 10 randonnées par département. Donc, effectivement, pour des gens qui se baladent sur le territoire breton, ils ont ça dans la voiture, ils peuvent s'arrêter, aller randonner. Les camping-caristes sont très intéressés par ça. Oui, bien sûr, donc, on a fait énormément de promotions. On va être rendu à la 3e édition de la Bretagne à pied, donc 18 000 exemplaires quand même. Donc, c'est quand même un bon bout. Et là, le dernier en date, c'est les Côtes d'Émeraude, chemin du Mont-Saint-Michel, donc et toute effectivement la côte Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, bien connu, je dirais, de tous les Français, Saint-Malo en tête. Ouais, donc, ce qui permet effectivement de randonner à la journée, ou sur plusieurs jours. On a établi aussi un petit livret qui permet de randonner sur la Bretagne 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, ça vous permet effectivement de partir un week-end prolongé. Et là, comme on disait tout à l'heure, prendre la chaussure. Voilà, en termes de marche, il y en a pour tous les goûts, en fait. Voilà, exactement. C'est vraiment, vous aimez, c'est vraiment un sport, entre guillemets, qui est vraiment pour tout le monde. Ouais. C'est pour tout le monde. Et on parlait tout à l'heure de rando à 3 km/h. On peut aller jusqu'à 6 km/h, même au-delà avec la marche nordique. Donc, vous voyez, c'est bien approprié pour chacun. Et en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut découvrir du patrimoine, si on veut marcher un peu plus vite, si on veut faire de la marche sportive, etc. Il y en a pour tout le monde. Vous randonnez, vous, régulièrement ? Je randonne régulièrement. Moi, je randonne tous les lundis après-midi. D'accord ? On fait entre 15 et 17 km l'après-midi. Et 2 fois par mois, le 2e mercredi et le 4e mercredi, on fait 30 km, entre 32 km dans la journée, avec le pique-nique le midi, été comme hiver. Été comme hiver, voilà. Quel que soit le temps. Parce que les couleurs changent, c'est ça qui est terrible. Oui. C'est comme le GR34. Il a la forme, Gérard. Le GR34, c'est vraiment une carte postale à chaque virage, le GR34. C'est extraordinaire. Je vous invite tous à en faire des petites portions, à le faire entièrement, mais on le découvre. Vous pouvez le faire par Comment ? Et de ne pas attendre la retraite. Non, la preuve, moi, je randonnais bien avant la retraite, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, non, mais en plus, j'en discutais tout à l'heure en aparté avec notre ami philosophe, c'est-à-dire que ça permet aussi de réfléchir. Ouais. Je ne parle pas de méditation, c'est un bien grand mot, méditation, mais de s'ouvrir à la nature, de participer au développement durable aussi, etc. De sortir des sentiers battus. Vous ramassez les déchets ? Pendant les randonnées, vous ramassez des déchets pendant les randonnées ? On a sorti un sac, effectivement, qui nous permet de ramasser des déchets. Et lorsque, effectivement, on rencontre en route vraiment de très, très gros déchets, donc on a un site qui s'appelle le Suricate, vous savez, les petits animaux Suricate, d'accord ? Donc là, vous envoyez un mail, là, et effectivement, la commune ou la métropole peut se charger de venir ramasser ces détritus. Donc là aussi, ça permet, en fait, c'est de la mise en veille qu'on appelle, si vous voulez. Donc on est toujours, on n'est pas des marcheurs bêtes et disciplinés. Il faut regarder la nature. Il y a tellement de choses à voir. Le bâti, très intéressant aussi. On s'aperçoit qu'en rentrant dans la ruralité, il y a des bâtis absolument merveilleux, quoi. Donc, Puis parfois à l'abandon aussi, on découvre peut-être les derniers instants de certaines baraques ou des choses comme ça. Tout à fait, exactement. C'est ces maisons qui étaient construites en terre et en paille là qu'on retrouve, elles sont toujours debout. Donc, non, je vous dis, la découverte avec la randonnée, ça ouvre des horizons et des sentiers absolument incalculables en nombre. Pas étonnant qu'il y ait 17 000 licenciés sur la Bretagne et 231 clubs de randonnée. Tout à fait. Donc, et encore 17 000 vraiment licenciés pour les milliers de marcheurs derrière. Voilà, qui ne sont pas adhérents de la fédération. Moi, ce que je veux quand même souligner, c'est tous nos bénévoles qui travaillent aussi pour l'entretien de ces chemins. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire, c'est facile, je vais randonner, mais tous ces sentiers, ils sont nettoyés, ils sont balisés. Alors, quand on parlait tout à l'heure de boucles, c'est balisé en jaune, ça c'est la couleur officielle de la fédération, vous avez un trait jaune. Quand c'est le GR, c'est blanc et rouge, d'accord ? Et donc là, à ce moment-là, c'est fait par des baliseurs. On leur offre un diplôme, on leur donne un diplôme. Ils ont un stage, on leur donne un diplôme pour les baliser. Parce qu'il faut respecter les hauteurs, il faut respecter la dimension, il faut tout respecter. En plus, vous avez le défrichage, vous avez l'entretien, parce que sur un chemin, les ronds, ça pousse vite. Donc, et moi, je dis que de prendre une licence, c'est une reconnaissance vis-à-vis de tous ces bénévoles.
Très bien. Alors, vous parliez du GR, justement. Gérard, eh bien, on va voir tout de suite un exemple de l'engouement de la randonnée en Bretagne. En 2018, vous le disiez, le GR34 a fêté ses 50 ans. 9 millions d'usagers l'ont emprunté avec 202 millions de retombées économiques pour la région de Bretagne. On va tout de suite regarder un reportage. De la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, il longe l'ensemble des côtes bretonnes. Au XVIIIe siècle, ce sentier des douaniers permettait d'empêcher toute contrebande le long du littoral. Aujourd'hui, il est devenu le GR34, un paradis pour les randonneurs. C'est sous l'impulsion d'Émile Orin, un marcheur humaniste, qu'il a démarré une nouvelle carrière à la fin des années 60. On ne parlait pas de randonnée à cette époque-là, d'ailleurs, il y a 50 ans. On allait se promener. Je pense qu'il a toujours été pionnier dans ce domaine-là. Et c'est bien, ouais. Même si quelquefois, le dimanche après-midi, je m'arrêtais quand il s'enfonçait trop dans les broussailles pour aller chercher quelques nouveaux sentiers. Une vie passée à repérer, défricher, négocier, convaincre. Il y a 50 ans, marcher dans la nature était une idée originale. Émile Orin souhaitait que ce plaisir gratuit soit à la portée de tous. Il y avait surtout les privés qui avaient accès à la mer, qui ne voulaient pas lâcher le passage. Donc, pour faire le tour de la Bretagne, par la côte, il fallait faire énormément de chemin, reprendre des petites routes, retourner, c'était vraiment impossible, quoi. Il s'est dit, l'accès à la côte doit être accessible à tout le monde. En hommage au créateur du GR34, l'ancienne voie ferrée entre Lannion et Perros-Guirec porte désormais son nom. 12 km de balade dans la campagne du Trégor qui débouche inévitablement sur le célèbre chemin littoral. C'est un sentier qui a tout de même un énorme avantage, c'est qu'il allie un patrimoine naturel avec des chemins de qualité et surtout une variété de paysages sur toute la Bretagne. 2000 km de point de vue à couper le souffle, le GR34 serait le chemin préféré des randonneurs. Et bien voilà, ça se confirme, le chemin préféré des randonneurs. Vous êtes avec nous, Gérard Hédé. Si vous nous rejoignez, vous téléspectateurs, Gérard est chargé de mission à la Fédération française de randonnée de Bretagne. Alors, est-ce que vous avez juste très rapidement quelques petits conseils? Avant de partir, on prend quoi? On prend quoi? Des bonnes chaussures? Alors voilà, vous venez de souligner ça. Des bonnes chaussures, ouais, des bonnes chaussures, des bonnes chaussettes aussi. Des bonnes chaussettes. Les vêtements adéquats en fonction de la saison. Ouais. D'accord, l'hiver. Du fluo en période de chasse. Non, on évite effectivement les coins en période de chasse. Effectivement, il faut savoir qu'il y a des forêts de brocéliande, par exemple. On a des périodes où on peut y aller, il y a des périodes où on peut y aller à cause des grandes chasses. Donc ça, c'est bien précisé, c'est officiel, donc on ne peut pas se tromper. De l'eau? De l'eau. Alors, indispensable, c'est boire. Même quand on n'a pas soif, il faut boire, c'est indispensable. Un bon sac à dos, en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la petite randonnée, 25-30 litres suffit. C'est la dimension officielle. Si on commence à faire de l'itinérance, on passe aux 55-60 litres, là parce qu'on emmène tout, la toile de tente, le duvet, etc. Mais entre les deux, à la journée, il n'y a pas de souci. Okay. Alors ça tombe bien que vous parliez de toile de tente, parce qu'on va tout de suite écouter la question d'une téléspectatrice. C'est parti. Bonjour, je suis Camille, j'habite à Montfort-sur-Meux et je me demandais, est-ce que quand je pars en randonnée, j'ai le droit de prendre ma tente et la planter n'importe où, sans restriction? Bah voilà, une question intéressante. C'est une très bonne question, mais effectivement, normalement, sur le GR34, comme c'est effectivement des chemins qui sont gardés, etc., on n'a pas le droit de planter la tente n'importe où. Alors le meilleur des conseils, c'est de se renseigner auprès de la mairie dans le secteur où on randonne, ou auprès, effectivement, de l'Office du tourisme, des offices du tourisme du secteur, qui, là, vont vous renseigner si vous avez le droit de randonner. Mais, il y a plein de terrains de camping à 2, 3, 4 km du chemin de randonnée du GR34. Donc, il est facile de trouver à ce moment-là un endroit pour aller planter sa tente. Mais c'est une bonne question. Et bien voilà. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir été à nos côtés. Et puis on retrouve toutes les informations sur le site internet de la Fédération française de randonnée. Et puis le magazine Passion Rando, incontournable également. C'est le magazine de la Fédération française de randonnée qui met à l'honneur dans sa nouvelle édition le Finistère, dites donc. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Karl Brozac et Aurélie Vérité nous ont rejoints. Karl, forcément, on va aborder la marche et la philo, parce que ça n'est pas incompatible. La marche et la philo, marcher en pensant, penser en marchant. On en a déjà tout à l'heure parlé avec Gérard, c'est une vérité, c'est vrai. Je vais simplement commencer cette chronique par une question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un péripatéticien? Qui sont les péripatéticiens?
Aujourd'hui, ce terme péripatéticienne, On le ça connaissait renvoie plus plutôt au féminin. au féminin. Les péripatéticiennes, c'est plutôt les filles qui marchent pour attendre le client. Et oui, parce qu'en fait, péripatéticien, à la base, c'est un terme grec qui désigne des philosophes, les philosophes de l'école d'Aristote. Péripatéticien, en grec ancien, ça veut dire celui qui aime parler en marchant, qui aime marcher en parlant. Donc, on retrouve complètement ce concept qui a été lancé par Aristote. Alors, qui était Aristote ? Tout le monde connaît son nom. On sait aussi qu'il est né dans une province grecque qui s'appelle Stagyre. C'était en l'an 384 avant Jésus-Christ. Je regarde toujours mes notes parce que je suis nul en date. Il va mourir en 322. Et oui, je sais, mais je le dis toujours à mes élèves. Je suis nul en date, c'est pas grave. En tout cas, Aristote, il a un rêve dans la vie quand il est petit. Il veut absolument rencontrer Platon. Le philosophe Platon le fascine, donc il monte à Athènes parce que Aristote vient quand même d'un milieu assez aristocratique. Il a les moyens de monter à Athènes. Il s'inscrit à l'Académie de Platon. L'Académie, c'était l'école de philosophie inventée par Platon. Aristote est un élève excellent au point qu'il va devenir professeur dans cette académie. Mais comme Aristote a un ego un peu surdimensionné, il pense qu'à la mort de Platon, c'est lui qui va prendre la direction de l'académie. Platon vieillit, il prépare son testament philosophique et dans son testament, il stipule que celui qui prendra la tête de l'académie quand il mourra, ce sera Speusippe, son neveu, qui est un philosophe complètement nul, complètement naze, mais il y a un petit peu de népotisme, bah oui, c'est mon neveu, donc je le mets à la tête de l'académie. Aristote est vexé comme un pou, donc il va s'en aller et il va fonder sa propre école philosophique concurrente d'Aristote, et l'école philosophique d'Aristote s'appellera le lycée. Et oui, aujourd'hui, si les jeunes vont au lycée, c'est aussi un terme inventé par Aristote. Et oui, il fallait le savoir. Plein de choses avec vous, c'est super. Alors, mais quand même, on aimerait bien comprendre quel est le rapport entre l'école d'Aristote et la randonnée. Eh bien, tout simplement parce que... On a fait quelques détours. Oui, dans l'Académie de Platon, on donne les cours assis. Les cours se passent de façon statique. Chez Aristote, les cours vont se passer en marchant. Aristote est un marcheur. Il entraîne ses élèves à sa suite et ça discute, ça marche. Nous sommes entre péripatéticiens, ceux qui philosophent en marchant. Alors, ça va évidemment influencer la philosophie d'Aristote, puisque Platon avait une vision de la vérité philosophique qui était une vision extrêmement fixe. Pour Platon, il y a le monde intelligible, le monde des vérités éternelles qui ne bougent pas, qui ne changent jamais. Si on prend, par exemple, vous, Laurence, si vous êtes là devant nous, c'est parce qu'il y a quelque part, au-dessus de nous, dans le monde intelligible, le concept de Laurence Postic, qui est quelque part et qui est votre vérité ultime. Il y a un projecteur, mais au-dessus du projecteur, il y a cette vérité. Et puis, dans le monde sensible, le monde autour de nous, il y a la Laurence qu'on connaît, et puis qui fait de la télévision. Qui boit du café. C'est ça, exactement. Aristote va dire c'est bien gentil, mais c'est complètement faux. Aristote rue dans les brancards et dit, alors Platon s'est complètement planté là-dessus. La réalité est un concept qui bouge, c'est un concept dynamique. En fait, si nous sommes présents sur Terre, c'est parce que nous avons 4 causes. La cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale. En fait, si on reprend votre exemple, Laurence, si vous êtes là devant nous, c'est que vous avez une cause formelle, votre forme, une cause matérielle, la matière dont vous êtes faite, vous avez une cause efficiente, c'est-à-dire tous les changements qui sont advenus depuis votre naissance pour devenir la grande fille très talentueuse qu'on sait, et puis la cause finale, ce vers quoi vous vous orientez de plus en plus, vous avez un objectif dans la vie, le bonheur, la félicité, et donc voilà pourquoi la philosophie d'Aristote se distingue de la philosophie platonicienne en ce qu'elle est une philosophie dynamique, donc évidemment fortement influencée par la marche qui était donnée par Aristote quand il faisait cours dans son fameux lycée. J'aurais bien aimé parler de Rousseau aussi, mais je pense que je ne vais pas avoir tout à fait le temps. On coupe là ou bien Non, alors, Rousseau, on est au XVIIIe siècle. Il va naître en 1712 à Genève, en Suisse. Il va passer l'essentiel de son existence en France et il va publier des livres, puisqu'il est évidemment un philosophe, un penseur. Jean-Jacques Rousseau, Aristote, j'allais dire, Jean-Jacques Rousseau va publier des livres comme La Nouvelle Héloïse, comme Le Contrat social, comme Émile ou de l'éducation. Évidemment, il va se mettre à peu près tout le monde à dos. Les religieux le détestent, les monarchistes le méprisent, les intellectuels détestent également Rousseau. Par exemple, Voltaire va dire la philosophie de Rousseau avec son retour à la nature, moi ça me donne envie de marcher à 4 pattes. Sympa, le clash quand même, il aurait pu être sur des plateaux télé celui-là, ou sur Twitter, parce que là en guise de clash c'est quand même assez sympa. Et donc Rousseau, j'y arrivé, Rousseau, dégoûté par cette vie française, cette vie intellectuelle française, va s'exiler en Suisse à partir de 1768 et va se mettre à la marche à pied. Il va herboriser et ça va donner lieu à ce livre qui s'appelle Les Rêveries du promeneur solitaire, qui a été montré tout à l'heure par Catherine. Rêveries du promeneur solitaire, donc on y voit un Rousseau extrêmement élégant, n'est-ce pas, qui marche, alors, qui herborise. Bon, alors les chaussettes c'est bon, il n'y a pas de sandalettes. Pas de sandalettes, des vraies chaussures. Et voilà pourquoi effectivement Rousseau va être aussi un grand adepte de la marche et va donner quelques-unes des plus belles pages de la philosophie française. Je ne vais pas avoir le temps de lire l'extrait de Rousseau, si j'ai le temps malgré tout. Pas trop.
ça va Dommage. être En tout cas, compliqué. reportez-vous, voilà, Oui, exactement, à la rêverie numéro 4, je crois, où il va... Non, la cinquième promenade. Voilà, achetez ce livre, c'est pas cher, c'est formidable. La 5e promenade est un vrai exemple de méditation solitaire au bord d'un lac où Rousseau va réussir à arrêter le temps par un effort de la pensée. C'est juste sublime, je vous le recommande. Alors faites de la marche, mais slow down comme Rousseau, ou alors achetez ces rêveries du promeneur solitaire qui sont très faciles à lire et vraiment philosophiquement très très fortes. À glisser dans tous les sacs à Un dos. topo guide philosophique, en Mais fait. c'est exactement ça, Exactement. un topo guide Ouais, philosophique. allez vous balader à Genève avec ce petit guide, pourquoi pas. Merci Karl, Mais je vous super, en prie. merci beaucoup. On va maintenant avec vous Aurélie parler de décoration et d'aménagement d'intérieur. Vous avez travaillé pour un jeune couple de musiciens qui souhaitent réaménager l'étage de leur maison. Alors, tout à fait. Et ben, on va être sur un projet plus terre à terre et plus concret, mais là où aussi c'est important d'avoir de l'espace pour circuler, pour marcher chez soi. Sinon, c'est compliqué. Alors, je vais vous présenter justement les plans. On a travaillé sur un étage. On est arrivé sur l'étage d'une maison où on a une grande salle de jeu de détente, une salle de musique et une chambre parentale. Mais les pièces salle de musique et salle de jeu étaient un peu trop petites pour ses habitants et ils avaient envie de revoir l'organisation. Ils souhaitaient aussi intégrer du rangement. On a toujours besoin de rangement, une banquette, un convertible pour pouvoir accueillir, recevoir des amis. Et donc, on les a accompagnés dans leur beau projet. Alors, vous avez donc un beau projet entre les mains avec plusieurs petites pièces. Qu'avez-vous proposé ? Alors en fait, la première idée du client initialement, c'était de casser l'espace entre la salle de détente et la salle de musique pour en faire une belle pièce. Sauf qu'ici, on est sur un mur porteur, donc c'est compliqué. Donc option 2, voici ce que la créatrice d'intérieur a proposé, c'est d'inverser la chambre avec la salle de musique, de pouvoir venir justement casser ce mur pour agrandir la pièce, de casser aussi une partie du mur qui va sur le palier pour aérer les espaces. Et puis ici, on avait un espace débarras, en fait. On va venir aussi le casser pour pouvoir optimiser l'espace, sachant que cette pièce chambre parentale est un peu complexe, puisque on a ici un accès au chauffe-eau. Ah oui. Et c'est indispensable de pouvoir y aller, mais en même temps, on n'y va qu'une fois par an. Donc finalement, le parti pris a été de créer ici une partie penderie avec du dressing et des rangements, et les clients pourront rentrer dans leur dressing pour accéder au chauffe-eau. C'est astucieux. Voilà, c'est astucieux. C'est la première astuce vraiment pratique qui a été donnée. Alors, est-ce qu'on peut voir les plans aménagés ? Alors, les plans aménagés, voilà ce que ça donne. Donc, dans la chambre, on a dit, on retire le débarras. Ici, on a créé un dressing pour accéder au chauffe-eau. Dans la continuité, on est sur un espace sous pente. On est venu intégrer un bureau sur mesure. Ici, on a le lit et on a recréé des rangements au bout du lit dans cette belle chambre. On retrouve ici la belle salle de jeu, espace de détente pour recevoir avec le convertible, puisque ici maintenant on a vraiment de la place pour pouvoir mettre un canapé. Et puis on est venu créer du rangement sur mesure avec des niches pour pouvoir mettre les instruments de musique et aussi des éléments bas qui viennent créer une banquette. Donc assez pratique quand on est plusieurs. Et puis aucune perte de place. Vraiment là c'est... Voilà, on optimise. Tout est optimisé. Voilà. Mais moi, je trouve que ça donne envie de recevoir des amis et puis de jouer de la musique, de se faire un bon petit bœuf entre copains. Ça peut être assez sympa. On va voir sur des photos, justement, ce que ça donne. Alors, justement, en 3D. Voilà, c'est ça, 3D. On va entrer dans la 3D. Moi, j'aimerais bien essayer avec le casque. Montrez-moi ça. Vous voulez voir, vous voulez partir pendant que je vous présente le projet ? Oui. Allez, c'est parti. Il y a un peu de forêt, ça tombe bien, ça fait esprit rondeau aussi. C'est bon, ça marche ? Tout est lié. Après, vous allez tout regarder. Oui. Sans bouger. Alors c'est bien ça. Ah ouais. Bah voilà, en effet, on est dans le thème au niveau de la chambre puisque on a osé là le papier peint panoramique. Quand on a un papier peint qui fait 5 mètres de long, c'est super pour renouveler assez rapidement une décoration. Et ici, la pièce s'y prêtait bien. Alors si vous faites ça, vous pouvez vraiment mettre sur les autres murs plutôt une peinture uniforme pour laisser ressortir sur le mur principal le papier peint panoramique. C'est génial ce truc, ça me rappelle quand j'étais petit, vous savez, il fallait tourner pour avoir Tu tournes autour de toi et puis tu vois toute la pièce. Ouais.
Et pour la pièce de musique? Et pour la pièce de musique, on est parti sur des teintes végétales aussi, mais plutôt du vert. Vous voyez, pour laisser entrer la lumière, on a aussi intégré une verrière qui donne sur le couloir. Très, très chouette. Voilà, pour vraiment ouvrir. Et puis, voilà, des accessoires déco. Et on voit ici les aménagements sur mesure pour pouvoir ranger les instruments. Et puis, la création d'une banquette, vraiment pour pouvoir recevoir du monde et que ce soit convivial. Et côté budget, allez, dernière petite question. Alors oui, c'est souvent la question qu'on se pose. Côté budget, du coup, pour casser les murs et aménager, renouveler le mobilier, intégrer la verrière et ce genre de choses, on a à peu près pour 5 000 € pour chaque pièce. 5 000 € pour la chambre et 5 000 € pour l'espace de jeu détente, pour créer un bel étage harmonieux où on a envie d'y passer du temps et de recevoir du monde pour jouer de la musique. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, allez-y. Est-ce que c'est une maison ou un appartement? C'est une maison. C'est une maison. C'est à Ok. l'étage d'une maison. Ça vous a donné des idées, vous? Bon, elle vous laissera sa carte. Merci beaucoup, Aurélie. On va terminer cette émission avec l'agenda culturel exceptionnellement présenté aujourd'hui par Catherine Bossard avec Sabine a délégué. des propositions de Sabine Marie-Mur. Voilà. Tout à fait. Allez, on est parti. Eh ben, on commence par l'Île-et-Vilaine, ma Catherine. Oui. On zoome sur le festival du film de l'Ouest que vous connaissez bien. Oui, un super festival dont on célèbre les 10 ans cette année, la 10e édition en tout cas. Ça démarre dès demain à Béton. C'est le festival du film de l'Ouest et c'est un peu comme une bonne bouteille. Hein, plus à prendre l'âge, meilleur c'est. Alors, les organisateurs ont arpenté les 4 coins de Bretagne et déniché des Bretons et Bretonnes qui ont posé leur caméra en dehors du territoire. L'objectif de ce festival, c'est de partir à la conquête des talents cinématographiques de l'Ouest. Alors, que les créateurs et actrices soient amateurs ou tristes, étudiants ou autoproducteurs ou tristes ou professionnels, voilà, plein de pépites en tout cas dans ce festival. Oh, ouais, il y a des jolies pépites à découvrir. On va peut-être... vous avez un coup de cœur, peut-être? Oui, et le petit coup de cœur de Sabine, c'est ce film produit par Vivement Lundi, Au cœur des ombres, d'Alice Guimaraes et Monica Santos. Dans un monde surréel où les cœurs sont la monnaie d'échange, Natalia doit décider si elle veut donner son cœur ou le garder pour elle. Extrait. On regarde tout de suite. Protejo que me toca, seguro que me move, agarra ao prazer. Foi assim que eu conheci, num arrepio. Voilà, super Oui, extrait, c'est super, super hein. chouette. Et puis c'est pas fini. Vous avez la soirée d'ouverture demain avec le court-métrage Apnée. C'est une comédie jubilatoire du 20 Jean-Christophe Meurice. C'est l'histoire de Céline, Thomas et Maxence qui marchent toujours par 3. Ils font tout à 3. Ils veulent se marier, une maison, un travail. Ils veulent des enfants sages et manger tous les jours des huîtres. On les comprend. C'est bien sympa, sûr. ça, comme programme. Donc vous voyez, c'est une bonne ambiance ce festival. Et puis il y a également 2 concerts de Manu J. Grotesque qui va ponctuer ce festival et qui est déjà bien connu du festival puisqu'il a présenté le plus court métrage, c'est-à-dire 48 secondes. C'est quand même un exploit. En sélection, on vous réserve la surprise. Donc des projections, des tables rondes, la compétition, bien sûr. Vous pourrez voter. Il y a un prix du public. Donc tout ça, c'est au Triskel de Béton. C'est à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. Allez, maintenant on passe au Finistère, coup de projecteur sur un autre festival cinématographique qui est très très chouette. Oui, à Audierne, on déroule le tapis rouge pour les seconds rôles au cinéma. Il était temps. Mais oui, et c'est ce second rôle aussi, ces seconds rôles qui font tout. Le festival s'ouvre sa 6e bougie cette année. Et l'idée de Morgane Harari, qui est la cofondatrice, c'est de mettre en lumière les métiers méconnus du cinéma. Alors on va pas tous les citer, mais il y a script, ingé son, régisseur, costumier, cascadeur, bruiteur, etc. Et ça, c'était en hommage à son père, Clément Harari, un comédien qui a interprété plus de 200 second rôle au cinéma, donc c'est super fort. Cette édition a pour thème cette année l'eau et le feu. Ça démarre demain et ça se déroule jusqu'à dimanche 16 juin. Donc à l'affiche, des rencontres avec des professionnels du cinéma, un programme de long et court métrage de qualité, très largement primé. Et voici tout de suite la bande-annonce du Festival des seconds rôles.
Ouais, voilà, eh bien, dans le Morbihan maintenant. À Audierne. Oh oui, on se pose des grandes questions. Il est très chouette. Hein, Ah oui, pardon. Et il y aura des moules frites aussi, bien sûr, à Audierne. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Oui, on se pose des grandes questions dans le Morbihan. La réalité n'est-elle qu'une illusion? Ça, c'est une question digne de la philosophie. Imaginez-vous dans un coin d'une pièce où vous avez l'impression de grandir de 20, 30 ou 40 cm. Ah, j'aimerais bien, moi. Oui. Alors qu'à l'autre bout de la pièce, vous perdez tout autant de centimètres. Ou encore, vous posez votre tête dans une assiette bien garnie, sans que l'on puisse voir le reste de votre corps sous la table. Horreur et damnation, et si c'était votre cerveau qui vous jouait des tours? Et oui, on peut être trahi par ses sens. Alors comment, pourquoi? Réponse dans cette exposition Illusion, conçue et réalisée par l'Exploradome. C'est une expo ludique et pédagogique en 3 dimensions, installée jusqu'au 1er septembre dans l'annexe de la Cité de la Voile à Lorient. On voit quelques images. Ouais. Vous voyez, ça donne envie quand même d'y aller en famille et pour les petits et grands. Ah oui. Et puis on termine avec un tout petit tour, un dernier petit tour dans le Finistère. C'est Ribamboule. Ribamboule. Qui signe un retour en fanfare pour une 4e édition qui vous réserve encore et toujours de très jolies surprises. Vendredi et samedi prochain, donc les 14 et 15 à Saint-Pabu. Les Ribamboules 2019, c'est 2 fois plus d'amour à la plage. Avec 2 soirées de concerts et de spectacles. CD Watch Show, c'est l'un des groupes présents sur le festival. Par exemple, ils sont originaires de Valparaiso, de Lima et de Paris. Mais ces musiciens rebelles revendiquent partout d'être chez eux. Et on les comprend. On les écoute un petit peu. Ouais, on les écoute un tout petit peu. Tout petit bout. Voilà, en tout cas, concert samedi soir après minuit. Voilà. Et puis il y a du palais, plein d'animations. Allons-y. Impossible de s'ennuyer. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte demain, jeudi. On se retrouvera à 10h50 autour du thème de la réforme du bac. Ouais. Bon courage à tous pour les révisions, n'est-ce pas, Karl? Vous les encouragez, vous étudiez? Ou pour les corrections. Ou pour les corrections. Allez, aussi, on pense à vous. On pense à vous tous, en tout cas. Faites une pause en nous regardant. Allez, très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional Kenavo.